Bonjour à tous, nous reprenons les séances de sciences, arts et culture au sein de l'Institut du cerveau. Et l'Institut du cerveau, aujourd'hui, a le plaisir de recevoir le professeur Roland Jouvent. Bonjour Roland. Bonjour. Le professeur Jouvent est professeur émérite de psychiatrie. Il était le chef de service de psychiatrie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et vraiment, nous sommes très heureux de le recevoir aujourd'hui. Et la raison pour laquelle nous avons choisi de parler psychiatrie aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'il y a des progrès absolument formidables dans cette discipline, qui, je le rappelle, est la discipline de la médecine la plus importante, représentant de l'ordre de 30% du budget de la santé, c'est considérable. Et une idée plus particulière provient du fait que, comme je l'ai lu récemment dans un rapport de l'Institut Montaigne, en 2021, il y a eu chez les jeunes de 15 à 24 ans 20% de troubles psychiatriques, notamment des dépressions, c'est-à-dire 2 fois plus qu'en 2020. Donc la pandémie a probablement joué un rôle considérable dans cette aggravation des questions psychiatriques, en particulier sur les jeunes. Et donc, voilà une raison supplémentaire pour laquelle nous avons invité ce soir le professeur Jouvent. Mon cher Roland, merci d'être ici. Merci à vous. Et la parole est à toi. Bon, ben, je vais essayer, bonjour à tous, de me plier à ce plan. Effectivement, la pandémie a augmenté considérablement, en particulier chez les jeunes, les troubles mentaux de type dépressif. Et justement, les neurosciences peuvent apporter un petit début d'explication à ce phénomène. Et je voudrais juste prendre 3 plans dans mon exposé pour essayer de vous donner une actualisation des connaissances sur les recherches en psychiatrie actuelles. Alors, je vais d'abord commencer par les mécanismes des psychothérapies. Le cortex, et je parle sous le contrôle de Yves Agide, a grossi, mais est en continuité depuis le début de l'évolution avec celui de l'animal, c'est-à-dire qu'il y a un animal en nous avec toutes les fonctions physiologiques essentielles et vitales, qui peu à peu s'est pourvu d'une espèce d'ordinateur de plus en plus épais qui nous donne les fonctions dites supérieures. Alors, dans l'histoire de la psychiatrie, le premier grand choc a été la découverte, là où travaillait Yves Agide, au Collège de France, chez Jacques Glowinski, des effets des neuroleptiques sur le cerveau. L'argactyle était un bloqueur des systèmes dopaminergiques et c'était la première fois qu'on montrait une accessibilité biologique à un trouble mental. Et d'autres ont suivi, par exemple la sérotonine dont on parle beaucoup et dont on va reparler là, elle est fabriquée dans une zone du cerveau qui s'appelle le raphé, et on s'est aperçu. Or, on sait que quand on manque de sérotonine, on peut faire une dépression, mais aussi avec ou sans des crises d'hostilité, d'agressivité. Et comme par hasard, le virus de la rage détruit la fabrication de sérotonine. Donc on a eu le premier sentiment, les médicaments, ça agit chez l'individu, mais sur l'animal en nous. Donc, et c'est ce qu'on a pensé dans les années 2000 à peu près, on a eu tendance, dans une tentation un peu dualiste, à dire si les médicaments agissent sur notre corps et l'animal en nous, alors les psychothérapies agissent sur notre partie la plus sophistiquée, sur l'ordinateur en nous. Donc les médicaments agissent en bottom-up sur le corps et les psychothérapies agissent sur l'esprit. C'est une vision très dualiste. Aujourd'hui, elle est révolue parce qu'on s'est aperçu que des tas de psychothérapies, on va le revoir très vite,
dans 2 diapositives, peuvent agir sur l'animal en nous, de même qu'on peut calmer un chat en le caressant, et bien nous, malgré notre super cortex, des gestes de tendresse simples peuvent avoir des effets qui sont identiques à ceux de nos ancêtres de l'évolution. Alors, si on veut comprendre les psychothérapies, on a quelques pistes. Je viens de vous dire qu'on avait démembré les psychothérapies avec les visions dualistes anciennes, médicaments en bas, psychothérapie en haut étaient révolues. Et on a démembré les psychothérapies en des thérapies qu'on peut appeler top-down, qui sont des thérapies les plus classiques, les plus anciennes connues, les thérapies psychanalytiques et la psychanalyse, et les thérapies cognitivo-comportementales. Mais maintenant, on voit revenir d'ailleurs des méthodes anciennes, qui sont la relaxation, l'hypnose, les méthodes de pleine conscience. Et toutes ces méthodes sont des méthodes qui agissent sur les fonctions les plus anciennes de notre cortex. Et ça nous amène à une visée intégrative de la pensée qui est en fait incarnée. Et j'ai appelé ça « on croit qu'on décide » parce que c'est une très vieille expérience de Libet, mais qui a été actualisée. Si on fait un enregistrement en potentiel évoqué, comme un électroencéphalogramme en plus simple, de ce qui se passe dans le cerveau quand je lève la main pour la mettre sur la table, et qu'on me demande à quel moment vous avez décidé de mettre la main sur la table, eh bien en réalité, presque 500 millisecondes avant d'être conscient d'avoir voulu mettre la main sur la table, j'ai déjà activé mon cortex. Donc je me raconte une histoire qui est déjà commencée inconsciemment en moi. Mais alors, je peux te poser une question. Dans cette expérience, est-ce que ça veut dire que notre cerveau prend une décision avant que nous le voulions? Où est le libre arbitre? Ben, c'est la question fondamentale, c'est-à-dire est-ce que nous n'adaptons pas notre pensée en nous faisant l'agent de ce que nous faisons, alors qu'en réalité, les choses sont déjà jouées. De manière déterministe, en quelque sorte, alors? Oui, ou adaptative, mais on se raconte une histoire sur nos actions. Marc Jeanneraud avait montré que penser, c'est faire, en montrant que si je lève le bras ou si j'imagine que je lève le bras, j'active le même cortex moteur. Ce serait un peu idiot d'avoir des neurones pour lever le bras et d'autres neurones pour imaginer exactement la même chose. C'est le même qui s'allume. Mais donc, la décision du passage à l'acte moteur, de la représentation de l'action, elle est faite en amont de la perception consciente du vouloir faire. Et ça, je crois que ça aide à comprendre à quoi sont confrontés la majorité des psychothérapeutes. C'est qu'il faut qu'ils aillent en amont du conscient de la décision des actions. Comme si la conscience était au deuxième plan, en quelque sorte. Cette diapo-là, on ne la passera pas, c'est celle de Marc Jeanneraud, qui disait que les psychothérapies étaient des... Pardon, je n'ai pas entendu ta question. Non, la question c'était que finalement, la conscience passe au deuxième plan. Quand un thérapeute parle à un patient, la conscience du trouble qu'a le malade passerait au second plan. Ben, il se joue des choses dont nous ne sommes pas conscients, le thérapeute y compris, c'est ça que je vais te montrer maintenant, et c'est le grand bond actuel de ce qu'on appelle les neurosciences de la cognition sociale, c'est-à-dire que maintenant on étudie, comme nous sommes des êtres sociaux, on étudie moins un cerveau isolé que 2 cerveaux en même temps en relation, et on s'aperçoit qu'il y a des tas de choses qui jouent. Guillaume Dumas, qui a été un des chercheurs de la Pitié-Salpêtrière, qui est maintenant au Canada, a montré que dans des mouvements
soit d'imitation, soit de conversation, il y avait l'activation de mêmes zones du cerveau chez les deux individus. Si j'imite ton mouvement de la tête, j'active dans mon cerveau les mêmes zones que les tiennes. C'est assez logique, mais c'est en réalité encore plus complexe que ça, puisqu'on a montré que notre électroencéphalogramme, qui mesure le rythme de nos ondes cérébrales, peut se synchroniser lorsqu'on fait des actions communes ou lorsqu'on est proche l'un de l'autre. Et ça, c'est la grande expérience qui a été faite encore par Guillaume Dumas, qui a montré que dans les situations où le sujet est isolé, c'est-à-dire proche d'un autre mais sans communication avec lui, la connexion cérébrale et la synchronisation entre les deux cerveaux est bien plus pauvre que lorsqu'il y a une communication forte ou une empathie. On a maintenant une compréhension de ce que l'harmonie cérébrale sous-tend l'harmonie entre les êtres. Quand on dit « lui, je le sens », c'est le même, ça veut dire qu'on se synchronise, ça veut dire que nos deux cortex, nos deux cerveaux font la même danse avec le même rythme. Et ça, c'est un bond considérable parce que ça veut dire que de plus en plus, on va devoir étudier les cerveaux en situation de relation sociale parce que les troubles, justement, de la relation aux autres impliquent d'étudier les deux interlocuteurs. Très bien. Donc, cette cognition incarnée implique pour le psychothérapeute de se mettre dans une partition à deux comme préalable, accepter de danser avec le patient et de laisser son cortex se synchroniser avec celui de l'autre, ce qui implique l'empathie et aussi ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, dont je voudrais dire un mot parce que c'est fondamental. C'est ce qui manque malheureusement aux patients atteints d'autisme. La théorie de l'esprit, c'est la capacité à imaginer ce qu'il y a dans la tête de l'autre en fonction de son histoire, son vécu et de ce que je sais de lui. Et donc de se mettre à sa place avec son histoire à lui. Si je dis à Yves Agide, j'aime pas les neurologues, c'est pas comme si je le dis à quelqu'un qui est cardiologue. Et ça, l'autiste, il sait pas. Et j'ai envie pour montrer que c'est universel et que ça concerne pas que les autistes, de raconter ce que j'appelle... Mais je t'interromps, c'est vrai que tu n'aimes pas les neurologues? Bon. Je suis ambivalent avec les neurologues. Ils me séduisent en même temps que... Très bien. Allez, passons. Alors, la dame de l'opéra. J'ai vu une fois un patient pour une dépression d'un monsieur qui avait 70 ans et dont l'épouse avait perdu la mémoire immédiate. Elle ne pouvait plus encoder des souvenirs. Elle se souvenait du passé, mais elle ne pouvait plus rien enregistrer. Et il me dit, vous vous rendez compte, c'est tragique. Je l'ai emmenée, elle adorait l'opéra, je l'ai emmenée voir la Traviata. Elle a chanté pendant tout l'opéra la Traviata en italien. Et il me dit, c'est tragique. Je lui dis, pourquoi c'est tragique? C'est beau. Il me dit, non, c'est tragique, parce qu'en sortant, je lui dis, alors? Elle me dit, quoi alors? Je lui dis, ben, l'opéra. Elle dit, l'opéra, ça fait 25 ans que j'y suis pas allé. Et ça m'a fait comprendre que ça ne sert à rien de dire au vieil arrière-grand-père, mais tu sais bien que ton fils est venu te voir hier soir, parce qu'il ne le sait pas. Et c'est pas la peine. Il faut faire un effort pour se mettre dans sa tête et se dire que, comme disait Roustan, le présent est un cadeau, et quand on n'a plus de mémoire, ben on vit son mémoire, mais ça n'empêche pas de passer des bons moments l'un avec l'autre. Tu aimes la Dame de l'Opéra? Oui, c'est une belle histoire, je trouve. Très, très démonstrative. Magnifique. Alors, le point suivant, mais peut-être que ça sera coupé, parce que c'est un commentaire, c'est que
c'est très fascinant que cet homme, qui raconte une histoire très belle, parce qu'il a été très ému d'entendre sa femme chanter la Traviata en italien, il me dise à moi, c'est tragique. Et en fait, c'était tragique pour lui, mais cette dame était pleine de bonheur pendant la Traviata. Mais pour lui, c'est tragique parce qu'elle ne l'a pas encodé, elle ne peut pas le lendemain dire « t'as vu hier, c'était quand même super ». Un deuxième plan de compréhension nouvelle des psychothérapies, c'est ce qu'on appelle le changement de point de vue, c'est-à-dire qu'on s'intéresse plus, même si ça a toujours été le cas depuis les approches freudiennes, à la dualité propre à l'individu, c'est-à-dire que je peux avoir un point de vue acteur, c'est moi qui agis, ou je peux avoir un point de vue spectateur, je me mets à ta place, j'essaye d'imaginer ce que tu penses, comment tu réagis, je t'observe, etc. Et cette dualité est au cœur du mécanisme des psychothérapies, puisque c'est une relation à deux. Et il y a eu une expérience sur la mémoire qui a été menée par Louise Bergougnan, qui est partie elle aussi aux États-Unis, c'est dommage, elle était ici, qui a enregistré le fonctionnement cérébral en IRM, on va y revenir, entre un patient et son thérapeute, et en mettant un casque de réalité virtuelle sur la tête de la patiente. C'était une patiente, en fait. Dans 3 positions. Dans la première position, elle voyait le thérapeute, comme si elle n'avait pas de casque. Dans la seconde situation, on la mettait dans les yeux du thérapeute la voyant. Et dans la troisième situation, on la mettait en out of body, comme si elle était spectatrice de la scène entre les deux individus. Et ce qu'elle a montré, c'est que l'hippocampe qui est là, dont Yves Agide vous parlerait beaucoup mieux que moi, était beaucoup plus activé dans la situation en première personne, c'est-à-dire je vois depuis mes yeux, que dans les deux autres situations. Autrement dit, et c'est ça le paradoxe de la psychothérapie, c'est que l'encodage des événements se fait en première personne. Et donc, pour en parler comme un autre en parlerait, pour y réfléchir comme un autre y réfléchirait, j'ai un mal fou parce que c'est pas comme ça que j'ai enregistré le souvenir. D'où toutes les méthodes de tentative de remémoration. Et à cet endroit, c'est le moment de reconnaître le coup de génie de Freud. Peut-être c'est le coup essentiel, c'est le coup du divan, parce qu'il n'y a aucun autre, à ma connaissance, dispositif expérimental où, entre deux individus, il existe une extrême intimité empathique et autobiographique, sans aucun échange, ni du toucher, ni des yeux. On ne se voit pas, on est orthogonal, le thérapeute ne voit pas le patient, et on laisse flotter les deux esprits sans les mouvements, sans la communication sous-corticale dont on parlait tout à l'heure, ce qui est une situation pseudo-hypnotisante. Peut-être que c'est ça qui a... Alors la question, c'est que la vraie psychanalyse, c'était allongée sur le divan 3 fois par semaine, 3/4 d'heure la séance chez les gens sérieux, pendant 3 ou 4 ans, et que maintenant, ça se fait de plus en plus rarement parce que les gens manquent de temps, c'est coûteux, c'est long, c'est compliqué. Et puis aussi, et c'est ça la question, la connectique, la façon de communiquer est tellement transformée maintenant via les SMS, le téléphone, les messages, etc., qu'on a l'impression que ce dispositif est en train de se périmer. Très bien. Le deuxième point dont je voudrais parler, c'est une autre découverte vraiment importante, qui est que la dépression est une partie intrinsèque de la réaction inflammatoire de l'individu. Là, c'est un schéma où on voit, c'est le schéma de la réponse inflammatoire avec ce
qu'on appelle les cytokines, qui sont les médiateurs du stress et de l'inflammation. Et en cas de n'importe quelle agression, virale, coup de pied, choc, ma réaction inflammatoire que tout le monde connaît, ma cheville qui se tord et qui commence à gonfler, comporte un emballement d'un neuromédiateur de l'inflammation qui s'appelle les cytokines. Et on vient de se rendre compte que cet emballement des cytokines était capable d'être dépressogène, de créer des dépressions, et surtout que les anti-inflammatoires pouvaient être des médicaments qui traitent certaines dépressions résistantes. Le premier exemple, c'est la kétamine, qui est un ancien anesthésique, et dont il a été montré qui, par son action sur le système des cytokines dont je vous ai parlé tout à l'heure, a des effets dans les dépressions résistantes. Donc là, on est dans une physiopathologie biologique de la réaction dépressive adaptative. La dépression est intrinsèque à l'adaptation globale de l'individu à toutes les agressions. Et d'ailleurs, à cette occasion, on peut remarquer que vous ne verrez jamais quelqu'un qui a la grippe rigoler et être gai. Ça va avec le reste de la réponse inflammatoire adaptative. Je peux t'interrompre? Oui, bien sûr. Le fait qu'on ait de l'inflammation quand on est déprimé, ou qu'on est déprimé quand on ait de l'inflammation, c'est une corrélation. Comment est-ce qu'on peut être sûr que l'inflammation produit la dépression? Parce que dans l'organisme, de toute façon, qu'on ait une blessure, qu'on ait une maladie dans le cerveau de quelque nature, il y a toujours une réaction inflammatoire de défense, oui. En fait, pour contrer l'événement causal de la pathologie. Dans ce cas-là, est-ce que tu penses vraiment que l'inflammation peut causer la dépression? Je ne pense pas qu'elle cause la dépression, je pense que c'est un système qui se chevauche, c'est-à-dire que la réponse dépressive fait partie de l'ensemble de la grande réponse adaptative aux agressions, dont le stress et les agressions physiques, et est médiée par les mêmes systèmes chimiques. Mais ce n'est pas l'un qui entraîne l'autre, c'est un chevauchement entre deux parties d'un seul et même système qu'est l'adaptation de l'individu à l'agression de quelque type que ce soit. Très clair, merci. Alors, là, c'est vraiment un nouveau courant qui s'ouvre. Là, je vous ai cité Bullmore, qui a été le premier à parler du cerveau enflammé. Mais de plus en plus de travaux se développent dans le monde entier sur le fait que peut-être pas seulement la dépression, mais beaucoup d'autres troubles mentaux comporteraient une partie inflammatoire, pas forcément causale, comme tu le faisais remarquer, mais qui mérite peut-être d'être traitée au même titre. Et bien évidemment, je ne parle pas de traitement de la Covid, et on sait que l'essentiel et l'indispensable, c'est que tout le monde doive se vacciner, mais il y a des papiers qui sortent, mais probablement parce qu'en ce moment, c'est le Covid qu'on étudie. Si c'était la varicelle, on l'aurait probablement montré dans la varicelle, qui montrent que des antidépresseurs sérotoninergiques qui inhibent le système des cytokines dont j'ai parlé, pro-inflammatoires, l'inhibition de ce système inflammatoire protège de l'aggravation du passage en forme grave, y compris chez les Covid, mais pas exclusivement. Ça, c'était la partie de biologie. Alors, tu pourrais me poser comme question, mais alors la dépression, c'est biologique. Je te la pose. C'est vrai que quand j'étais ton interne et que tu étais chef de clinique, on pensait qu'on était coupé en deux. On avait un esprit et un corps. Le corps, c'était pour le neurologue. On savait que dans le cerveau, ça pilotait le corps. Mais on pensait que la dépression, c'était une maladie de l'esprit.
Maintenant, on n'en est plus du tout là. On en est à l'idée qu'on est un seul individu et que les neurones, bien qu'ils soient beaucoup plus nombreux que les autres cellules, eh bien, ils agissent et ils obéissent aux mêmes lois biologiques de transmission entre les synapses et aux mêmes processus d'inflammation, d'infection. Donc, probablement qu'on abandonne de plus en plus une vision dualiste pour dire que la dépression, elle n'est pas spécialement biologique, elle est une atteinte de l'individu dans son entier. Pour être clair, tu peux préciser ce que tu entends par dualiste par rapport à moniste, par exemple? Qu'est-ce que c'est être dualiste? Le dualisme qui a un peu révolu était de penser que l'esprit était tout puissant et qu'il y a même eu une époque où on pensait qu'on pouvait guérir la schizophrénie, qui est alors le modèle type, ou l'autisme aussi, le modèle type de maladie neuropsychiatrique avec des vraies atteintes cérébrales montrées maintenant grâce à l'imagerie. À l'époque, on pensait que c'était des pures maladies de l'esprit et qu'il suffisait de changer la pensée des individus pour les rétablir. Alors que leur pensée était, comme le reste de leur corps, on va en voir un petit exemple tout à l'heure, complètement désarticulée. Alors on peut le voir justement pour la dernière partie, qui concerne la révolution des nouvelles technologies. Le moi s'est construit sur la cohérence de toutes nos perceptions. Si toi tu sais que tu es toi, tu le sais à cause de ton histoire, mais tu le sais aussi parce qu'en ce moment, ton appui fessier sur la chaise, ton bras sur le dos de la chaise, etc., sont cohérents, vivent en phase, et c'est cette cohérence qui sait que tu sais que toi, c'est toi. Eh bien, les schizophrènes, ils ne savent pas ça, et c'est pas comme ça chez eux. Et les nouvelles technologies ont permis d'aborder ces versants inexplicables auparavant. Là, je cite un exemple d'un patient et un sujet d'expérience à qui on donne une illusion de mouvement, c'est-à-dire que j'ai mes mains sous la table et je croise les doigts, j'ouvre les mains, je ferme les mains, et par substitution, je ne les vois donc pas, je vois l'écran, et à un moment, sans qu'on me le dise, sur l'écran, on fait faire à mes mains des mouvements que je ne fais pas. Si on fait ça à un sujet normal, en 500 millisecondes, il dit « mais c'est plus mes mains, c'est pas mes mains là ». Moi, je ferme les mains et là... Si on fait ça à un schizophrène, il ne s'en rend pas compte. Et ça, je crois que c'est vraiment important parce que c'est montrer que... c'est la même chose, on ne peut pas danser, que ce soit un rock ou un slow, avec un schizophrène. Il n'est pas assez en harmonie avec lui pour se mettre en rythme. Mais dans l'expérience que tu décris, admirable expérience d'ailleurs, il faudrait qu'on comprenne bien, au fond, mais qu'est-ce que c'est que la schizophrénie alors? Pourquoi le schizophrène, il ne reconnaît pas les mains artificielles, alors qu'un sujet normal s'aperçoit tout de suite que ce sont des fausses mains? C'est quoi la schizophrénie? Non, je pense que c'est, en deux mots, c'est un déficit d'intégration cohérente de toutes nos perceptions internes et externes. C'est un déficit de cohérence du moi. C'est une disharmonie qui fait que je ne suis plus un seul et entier et que les différentes choses que je perçois ne sont plus en cohérence. Du coup, je délire, j'hallucine, mais c'est pas ça la primauté. La primauté, c'est que mon moi part en petits morceaux. D'accord, très bien, merci. Il y a eu une autre expérience qui est montrée en réalité virtuelle, encore une fois, chez des schizophrènes, où on montre que je te passe un film où tu es assis dans le métro, c'est en réalité virtuelle, tu as un casque,
et où tous les gens, pour sortir de la station, avant de sortir, te regardent. Toi, en quelques secondes, tu as une réaction de surprise. Tu te dis, c'est marrant, les gens me regardent. Si tu es un anxieux, tu dis la même chose en étant un peu plus anxieux et en paniquant et en commençant à te dire, mais alors est-ce que les suivants vont me regarder aussi? Un schizophrène, ça lui donne des idées de persécution. Et c'est seulement le schizophrène qui dit, en fait, les gens me regardent pour sortir parce qu'ils ont l'intention de me tuer ou de m'attendre à la sortie, etc. Or, si tu fais ça sans que le sujet soit dans un casque de réalité virtuelle avec une perception de son corps et des capteurs, il n'y a pas d'idée de persécution. Donc, il faut qu'il y ait son corps et la perception de son corps pour que l'observation d'une situation comme ça provocante développe une idée de persécution. Ça répond un petit peu à la question précédente. Ça, je vais passer pour gagner du temps, mais c'est aussi une façon de... Alors, maintenant, et la pandémie a beaucoup aidé, on fait de la télémédecine, et en particulier, on fait des psychothérapies à distance. Et les choses se sont développées, puisque maintenant, on fait même des thérapies des anxieux avec exposition à distance, c'est-à-dire que le phobique des serpents ou des hauteurs. C'est quoi ça, ce serpent-là? C'est quelqu'un qui a peur des serpents. C'est le traitement de quelqu'un qui a peur des serpents, à qui on fait une séance d'exposition. C'est le vieux principe des thérapies cognitives, qu'on appelle la thérapie par exposition, c'est-à-dire qu'on habitue peu à peu le sujet à avoir une réaction physiologique moins importante à la présentation de l'objet. Et c'est pareil pour un acrophobe qui a peur des hauteurs. On le fait s'approcher du bord du balcon. Au début, il n'ose pas. Et peu à peu, on le désensibilise au stimulus. Très bien. Et on fait même maintenant de la réalité virtuelle à distance. Je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Mais là, on est dans une révolution qui concerne toute la médecine. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Quand j'étais ton interne, pour voir un éminent spécialiste de la maladie de Parkinson, un monsieur qui habitait Montargis prenait une ambulance ou un taxi pour venir te voir une demi-heure, trois quarts d'heure pour avoir un vrai diagnostic. Mais comment tu sais ça? Parce que je t'ai vu. Et j'ai vu le monsieur sortir du taxi. Et en plus, mais ça c'est un problème de la sécurité sociale qu'il faudra peut-être couper, je n'en sais rien, les taxis ne rentrent pas à vide, donc le compteur tournait pendant la consultation. Ça c'est un autre problème. Ça n'a pas de sens, en tout cas pour une consultation psychiatrique. Et on commence de dire, pour une consultation de dépistage, moi je crois que toi, avec ton expérience, en voyant quelqu'un à distance, tu vas savoir discriminer celui qui a besoin d'une consultation avec un examen clinique neurologique complet et une imagerie, de celui chez qui son tremblement est un tremblement essentiel qui ne te paraît pas inquiétant ou que c'est une pathologie qui mérite d'être revue dans 6 mois et qui n'est pas forcément très claire ni très organique. Je crois que tu as raison, et ça c'est une solution nouvelle, révolutionnaire, qui ne concerne pas seulement la psychiatrie, qui concerne l'ensemble de la médecine. Toute la médecine. Donc, avec, disons, en perspective, quand même, des économies probablement considérables. Considérables. Et de perte de temps et de perte d'argent, bien sûr. Non, avec une montre ou mon téléphone, on peut maintenant enregistrer une dérivation d'un électrocardiogramme. Dans 5 ans, on pourra enregistrer les 12 dérivations d'un électrocardiogramme complet. Le cardiologue, il pourra à distance
demandez au sujet, appuyez sur votre montre ou mettez votre téléphone à tel endroit et il ira l'électrocardiogramme du patient. Donc on est là dans une révolution totale de la pratique médicale, comme le reste de la révolution des technologies. Alors mon dernier exemple que j'aime bien, c'est ce que j'appelle les psychothérapies augmentées, en particulier pharmacologiquement. C'est-à-dire que de plus en plus, on utilise les médicaments comme facilitateurs de la séance de psychothérapie. Et le premier exemple, ça ramène un tout petit peu à la Dame de l'Opéra, sauf que ce n'est pas la mémoire immédiate, mais la mémoire traumatique, c'est l'exemple du rappel du souvenir. Lorsque on se souvient de quelque chose, qu'il faut bien retenir, on réenregistre. Si tu me demandes de te raconter ma journée d'hier, à la fin de mon récit, je vais réenregistrer, comme mon ordinateur me demande, voulez-vous enregistrer les modifications, voulez-vous enregistrer le document, parce que j'aurai contextualisé avec tes réactions, avec tes remarques, le récit de mon souvenir. Donc il sera légèrement modifié. Et donc, on a de ce fait constaté que si je rappelle un souvenir, je le réencode encore plus. Et c'est pour ça que ça ne marche pas dans les syndromes post-traumatiques de simplement raconter ce qui est arrivé. D'abord parce que c'est très pénible, mais c'est encore plus réencodé. Eh bien, il a été montré qu'un vieux médicament qui s'appelle l'avlocardil, qui est un bêta-bloquant anti-stress que prennent les acteurs avant de monter sur scène, entre autres, bloquait la reconsolidation du souvenir. Et on commence de faire des thérapies de remémoration dans les stress post-traumatiques sous avlocardil, ce qui permet au sujet de raconter le souvenir, mais de ne pas le reconsolider, le réenregistrer. Donc ce cercle vicieux qui était que plus je te raconte, plus je réenregistre, même si je l'actualise un peu, est modifié pharmacologiquement. Mais dans le cas des bêta-bloquants, de l'avlocardil, c'est en fait un médicament qui est anxiolytique. Ce n'est pas un médicament qui supprime la mémoire. Alors, il a été montré, il est anxiolytique parce qu'il ralentit le pouls, il ralentit la réaction de stress, mais au niveau cérébral, il inhibe la reconsolidation du souvenir. Dans des expériences particulières d'imagerie que je n'ai pas pris le temps de monter, il inhibe la reconsolidation du souvenir. Et d'ailleurs, mais c'est compliqué, je parlais des acteurs, je crois que ça a à voir avec... c'est un antitrac connu depuis des années, mais peut-être que justement, pour ne pas oublier son texte quand on est acteur, il ne faut pas qu'il se modifie, il vaut mieux. Il y a là un lien qui interroge. En tout cas, c'est le premier exemple de thérapie modifiée, facilitée par un médicament. Et maintenant, on commence de faire la même chose avec la kétamine dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est cette anesthésique aux vertus anti-cytokinine, enfin anti-inflammatoire, dans un but para-hypnotique. En tout cas, ça veut dire qu'il y a une nouvelle loi qui s'ouvre, c'est que les gens viendront de plus en plus à leurs séances de thérapie spécifique, dans des cas particuliers, là je parle du stress post-traumatique, des choses violentes de la vie ou des gens qui ont vécu des choses terribles. Une heure après avoir ingéré un médicament, ils seront plus à même de pouvoir parler et se remémorer de leurs souvenirs sans pour autant le réenregistrer et le reconsolider. Est-ce que ça voudrait dire qu'une psychothérapie agit sur le cerveau par l'intermédiaire de médiateurs, un peu comme un médicament? Est-ce que, au fond, quand on fait une psychothérapie, on va modifier des choses dans le fonctionnement
C'est une question de psychiatre de la part d'un neurologue. Je suis bluffé. Eh bien, absolument, probablement que dans l'action psychothérapique, on joue, en tout cas sur les problèmes de mémoire, dans la reconfiguration des souvenirs, dans la reconfiguration du soi autobiographique et de son histoire. Je crois qu'il y a une parenté, un chevauchement, là encore, entre l'effet de certains médicaments et l'effet de la psychothérapie. Si je prends l'exemple d'un anti-anxiolytique, oui. Un anxiolytique, une benzodiazépine, par exemple, un anxiolytique qu'on donne fréquemment chez des gens qui ont des crises d'angoisse. Oui. Bon, en même temps, on sait que... Il supprime la mémoire un peu. Un petit peu, mais il est anxiolytique. Il diminue l'anxiété. Mais en même temps, on sait qu'une manière de diminuer l'anxiété de quelqu'un, c'est aussi de l'écouter, de le parler, c'est-à-dire de faire une forme de psychothérapie. Oui. Est-ce que le bêta-bloquant que tu utilises comme anxiolytique ou une benzodiazépine, peu importe, agit de la même manière qu'une psychothérapie? Alors, je pense que dans l'exemple de l'avlocardie, on est dans un exemple plus fort, plus particulier. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur les benzodiazépines et les anxiolytiques. Et il y a une très vieille méthode qui revient à la mode maintenant, qui est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, vous avez tous la possibilité de le mettre sur votre téléphone. C'est le fait de respirer selon une consigne. Par exemple, un nuage qui grossit. Tant que le nuage grossit, tu inspires, et quand il dégrossit, tu dois expirer. Et le mécanisme, c'est que par définition, la respiration est le phénomène le plus inconscient qui soit. Quand tu montes un escalier, tu ne dis pas « il faut que je respire plus vite pour monter l'escalier ». C'est parfaitement automatique, non conscient. Et cette technique de cohérence cardiaque t'oblige à conscientiser ta respiration. C'est-à-dire... et de décider comment tu... Eh bien, cette façon-là a des effets anxiolytiques très pertinents on voit que ça se généralise et c'est assez proche des effets des benzodiazépines. Simplement, il faut que les gens fassent ça 4, 5, 6 fois par jour. Ça dure 1 à 2 minutes et c'est plus facile d'avaler une pilule que de se poser au calme pendant 2 minutes pour dire je vais respirer en regardant un nuage grossir et dégrossir sur mon téléphone. Mais je pense, là tu as raison, que pour tout ce qui est le traitement de l'anxiété, on a vraiment une grande parenté. Très bien. Donc, mes schémas du départ avec les flèches du haut, les flèches du bas, ben maintenant je les ai supprimés parce que je crois que le dualisme est terminé et qu'il faut se faire à l'idée que nous sommes des gens faits d'une seule trempe, pensée comprise, et que même si avec l'évolution, l'animal en nous prend moins d'importance et le cortex grossit, on est dans une situation qui a quelque chose de très particulier, c'est que maintenant, il y a des ordinateurs partout et pas seulement notre cerveau, et que tout ce que je viens de vous raconter sera probablement modifié dans 4-5 ans par le fait que les relations sociales elles-mêmes ne seront plus les mêmes. Voir quelqu'un manger au restaurant avec quelqu'un d'autre en regardant ses SMS, c'est une situation sociale qui était inimaginable il y a 10 ans. Et je crois qu'on n'est qu'au début de ces transformations. Donc les thérapeutiques psychiatriques ne pourront pas ne pas prendre en compte ces modifications. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Eh bien, mon cher Roland, merci beaucoup. Bon, alors je voudrais remercier le professeur Roland Jouvent pour ses propos très intéressants sur l'avenir, au fond, des psychothérapies. Il faut savoir que quand on
prend en charge un patient d'une manière générale, en médecine générale, en neurologie ou en psychiatrie, évidemment. Le contact avec les malades, la relation médecin-malade est importante, d'où l'importance des psychothérapies tous les jours, mais surtout évidemment dans le domaine psychiatrique. Et là, tu nous as montré vraiment des avancées considérables à prévoir dans les années qui viennent, dès aujourd'hui dans les années qui viennent. Alors, je voulais te demander si tu serais d'accord de répondre à quelques questions. Bien souvent, nos amis qui nous regardent posent à l'avance, parce qu'on a annoncé ta conférence, posent quelques questions. Et je me tourne vers Nicole pour savoir si vous avez des questions à... Nous avons donc 2 questions. La première, quelle est la différence entre psychiatrie et neurologie? Alors ça, ça c'est bien. Allez, tu vas d'abord, moi je te dirai après, sous mon contrôle. Quand j'étais l'interne d'Ivagide, on disait il y a la neurologie d'un côté et de l'autre la psychiatrie. Mais 10-15 ans auparavant, on disait il y avait une seule et même discipline qui s'appelait la neuropsychiatrie. C'était une seule et même discipline. On était neuropsychiatre. Et on ne pouvait pas pratiquer la psychiatrie sans être neuropsychiatre. Nous avons été les premières générations à cette dissociation. Et sans revenir à tout prix, ce qui avait quand même quelque chose de très dualiste, parce qu'il y a des déprimés parkinsoniens, il faut être 2 pour les soigner, alors qu'avant, un seul et même individu traitait les 2 versants, ça redevient comme ça. Il y a beaucoup de sclérose en plaques qui ont des dépressions, etc. etc. Donc on a un retour vers une parenté qui amenuise les différences. Et je pense que cette différence, elle va se déplacer entre approche médicale des troubles mentaux et approche psychothérapique pure, réservée à des gens dont on est certain qu'ils n'ont pas de pathologie neuropsychiatrique. Et là où alors, je pense que pour le moment, on mettra les anxieux. Pour moi, les dépressions sont tombées du côté de la neuropsychiatrie. Ça n'empêche pas que le côté humaniste du médecin, il est vrai aussi chez le cardiologue, chez le cancérologue. Chez le médecin généraliste. Chez le médecin généraliste. Donc, je pense que la différence s'amenuise. Mais par contre, le bouleversement, c'est justement de ne plus considérer qu'il y a une spécialité qui couperait là, qui s'occuperait que de la tête. Moi, je pense que tout médecin est un psychothérapeute qui s'ignore. Oui. C'est-à-dire que la relation médecin-malade, depuis l'étudiant en médecine, surtout le médecin généraliste qui voit les malades pour la première fois, et évidemment pour les psychiatres, c'est absolument capital, la, entre guillemets, psychothérapie. Merci beaucoup. Nicole, vous avez une autre question? Nous avons donc la seconde question. Où placez-vous la psychanalyse dans la psychiatrie? D'abord, la psychanalyse, comme tout le reste, est forcée d'évoluer. Quand j'étais interne, la psychanalyse, c'était le divan, 3 fois par semaine. Chez les lacaniens, ça durait 10 minutes. Chez les orthodoxes, ça durait 3/4 d'heure. Pendant plusieurs années. On voit de moins en moins de cures psychanalytiques type, parce que les gens n'ont plus le temps, parce que les gens n'ont pas forcément l'argent pour faire un long traitement comme ça. Et on évolue vers ce qu'on appelait déjà les psychothérapies d'inspiration psychanalytique, c'est-à-dire qui reprenaient au plan théorique les arguments essentiels freudiens, qui étaient que, à l'inverse du behaviorisme qui faisait du comportement quelque chose d'indépendant de l'histoire de l'individu, la psychanalyse a valorisé l'histoire du sujet
sous le label de l'inconscient. L'inconscient, c'est des choses qui sont liées à notre histoire, à des choses qu'on a vécues, qu'on ne veut pas se remémorer ou pas, etc. Je pense que cette partie-là, c'est déjà vrai pour le stress post-traumatique, est tombée dans le domaine public de la neuropsychiatrie, ou en tout cas de la psychiatrie. La mémoire autobiographique n'est plus l'objet d'un monopole de la psychanalyse. Par contre, ce qui reste vrai, c'est que la formation des psychanalystes implique qu'eux-mêmes, avant de prendre en charge des patients en thérapie psychanalytique, doivent avoir fait une formation et que cette formation, qui prend plusieurs années, les amène à faire eux-mêmes l'expérience du retour autobiographique, de la confrontation en point de vue acteur-spectateur, etc., d'apprendre une mécanique de l'esprit qu'ils pourront ensuite manier avec les patients. Donc, ce qui demeure dans la psychanalyse, je crois, c'est la formation et une approche un peu particulière de l'empathie qu'on assume un peu plus que dans une thérapie où on se voudrait un petit peu plus loin du sujet. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, professeur Roland Jouvent. Je voudrais simplement, outre te remercier, annoncer ce qui va se passer à l'Institut du cerveau pour ce qui concerne nos réunions Sciences, Arts et Culture à l'avenir. Au mois de février, je crois que c'est le 20 février, donc toujours à 18h. C'est le 17 février, pardon, merci. Le 17 février, à 18h, nous aurons une pièce de théâtre très fameuse qui s'appelle L'Homme qui sera jouée par une jeune troupe très sympathique. L'Homme qui, c'est une pièce de théâtre qui montre des patients, justement, superbe pièce de théâtre qui a été créée par Peter Brook, qui d'ailleurs s'est inspiré pour sa pièce de ce qu'il avait vu ici dans notre département à la Salpêtrière. Ensuite, nous aurons Elsa Zilberstein. Ensuite, nous aurons d'autres conférences jusqu'au mois de juin, en particulier sur les problèmes du développement du cerveau. Et enfin, une dernière question, je crois, au mois de juin, où nous reprendrons notre colloque annuel sur la neuroéthique. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine fois. Au revoir.